Vincent, on va maintenant parler des sociétés cotées en bourse et des autres sociétés qui présentent une certaine importance économique. Quelles sont les nouveautés du droit de la société anonyme dans ce contexte-là? Au fond, on a trois grandes nouveautés pour ces sociétés. La première, c'est le renforcement des droits des actionnaires, que ce soit par rapport à l'abaissement des seuils pour exercer des droits, la communication, faciliter la communication par voie électronique, mais aussi un élargissement des compétences de l'Assemblée générale, en particulier pour les sociétés cotées, s'agissant des possibilités de décotation, où là c'est vraiment une compétence de l'Assemblée générale soumise à la majorité qualifiée. Le deuxième grand sujet, ça sera la transposition avec certains ajustements des dispositions de l'ordonnance sur les rémunérations abusives. Et enfin, on va inclure dans le cadre de cette réforme certains thèmes sociaux, politiques d'actualité dont on va parler par la suite. Tu parlais de la transposition de l'ORAB. Est-ce que c'est une transposition telle quelle ou est-ce qu'il y a des nouveautés, des changements? Non, pas exactement. On a trois sujets qu'il faut traiter. Le premier, c'est que le vote prospectif, à savoir voter une enveloppe pour des exercices à venir s'agissant de la rémunération des dirigeants, est toujours possible, quand bien même ce point a été discuté au cours des débats. En revanche, dans le cas des concessions qui ont été faites, si on va sur un vote prospectif, on devra aussi avoir un vote consultatif sur le rapport de rémunération pour vérifier au fond l'utilisation de l'enveloppe. Bien sûr, le vote consultatif est non contraignant. On va aussi clarifier certains types de rémunérations, notamment par rapport aux rémunérations qui sont interdites. On va tout à fait admettre des primes d'embauche pour compenser la perte d'avantages d'un nouveau salarié par rapport à son ancien employeur, typiquement via un long-term incentive plan ou quelque chose comme ça, par rapport à un golden welcome qui serait une rémunération d'avance qui reste illicite. Dans le même ordre d'idée, on va aussi admettre des rémunérations pour les indemnités de non-concurrence à la fin des rapports de travail d'un dirigeant si c'est justifié par l'usage commercial et moyennant certaines conditions, alors que les parachutes dorés restent et demeurent interdits. Alors tu parlais tout à l'heure de l'inclusion de thèmes sociopolitiques dans la révision. De quoi est-ce qu'il s'agit? Le premier, c'est l'égalité des genres pour les sociétés cotées d'une certaine taille, où le nouveau projet de loi impose certains quotas, à savoir 30% du sexe le moins représenté au sein du conseil d'administration et 20% du sexe le moins représenté également au sein de la direction. Et avec une obligation supplémentaire de mentionner dans le rapport de rémunération, au fond, si ces quotas sont atteints, pourquoi ils ne le sont pas, comply or explain, et de mentionner également les mesures qui sont prises pour atteindre ces différents quotas. À cela s'ajoute qu'on a certaines obligations de transparence et de due diligence, de reporting supplémentaires. Ce sera notamment le cas s'agissant des entreprises de matières premières qui devront établir dans un rapport les paiements qui seront faits au gouvernement étranger. Mais on a également d'autres obligations, notamment pour les grandes entreprises, l'obligation d'intégrer les critères ESG, de faire un rapport spécifique à ce sujet-là. Et enfin, on a les obligations tant de due diligence que de transparence, s'agissant de certaines entreprises, indépendamment de leur taille, qui sont actives dans certains domaines à risque, à savoir le commerce de métaux précieux, ou dans lesquels on a un soupçon du recours au travail des enfants, où là vraiment il y aura un audit et une obligation d'émettre un rapport, s'agissant de l'établissement notamment de l'audit de toute la chaîne de production, y compris des sous-traitants. Et toutes ces nouveautés, ça entre en vigueur quand? Alors c'est toute la spécificité de ce projet de réforme du droit des sociétés, c'est que certaines dispositions sont déjà entrées en vigueur. Et tout ce qui a trait aux quotas, notamment de l'égalité des genres, et au commerce de matières premières, ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Mais il est vrai qu'on a des périodes transitoires relativement importantes. Si tu prends l'exemple des quotas, l'obligation d'émettre le rapport, de respecter ces quotas, ne sera pas effective avant 2026 s'agissant du conseil d'administration, respectivement 2031 s'agissant de la direction. S'agissant des règles de transparence dans le commerce des matières premières, elles seront applicables à partir de l'exercice 2022. Dès lors, c'est au printemps 2023 qu'on aura ces obligations de rapport qui seront effectives en tant que telles. Et enfin, s'agissant des critères extra-financiers, des rapports ESG et autres obligations de diligence et de transparence, s'agissant des entreprises actives dans les métaux précieux, respectivement, où on a des soupçons de travail d'enfants, ces dispositions elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022, avec une obligation de s'y conformer à partir de l'exercice 2023. Il m'amène à te poser une question, Edgar. Tu es professeur en droit des sociétés à l'Université de Lausanne, tu pratiques assidûment le droit des affaires à l'étude et tu es également un administrateur de grandes sociétés.
Toutes ces obligations de transparence, respectivement de reporting, vont engendrer des mesures organisationnelles à entreprendre par les différents conseils d'administration. Peux-tu nous faire part de ton expérience à ce sujet ? Volontiers. Tu parlais tout à l'heure de la transparence extra-financière qui va s'appliquer aux entreprises d'intérêt public d'une certaine taille à partir de l'exercice qui commence le 1er janvier 2023. Ça veut dire, comme on l'évoquait, que tout ça va être d'actualité au printemps 2024, fondamentalement. Mais le premier conseil pratique, c'est que c'est maintenant qu'il faut y penser. Il faut penser au contenu, d'abord, parce que ce rapport va devoir contenir des informations relativement détaillées sur la performance de l'entreprise, sur l'incidence de son activité, sur les risques qu'elle présente dans les domaines de l'environnement, de la société et de la gouvernance. On pense notamment aux objectifs en matière de CO2, on pense au respect des droits de l'homme, on pense à la lutte contre la corruption, et j'en passe. La question, ça va aussi être de savoir comment on présente ces informations. Qu'est-ce que l'on dit, au fond? Ici, il y a une certaine marge de manœuvre, et c'est important de réfléchir dès maintenant au concept de communication et de transparence que l'on veut mettre en place. Dans ce domaine, comme dans d'autres, c'est au fond la substance du message qui va être plus importante que la forme. Et on peut imaginer beaucoup de modalités, typiquement des formes graphiques ou des tableaux pour présenter ces informations. Typiquement, les risques qui existent potentiellement sur la chaîne d'approvisionnement, on peut les présenter sur une carte géographique en mettant des points et des explications. Les objectifs en matière de diversité et d'inclusion, on peut aussi les présenter par des tableaux statistiques. La chose vraiment importante, c'est que ces objectifs soient mesurables pour qu'on puisse en vérifier l'atteinte et potentiellement en mesurer aussi la progression. Une autre question qui doit être examinée, c'est celle de l'audit externe, qui n'est pas imposé par la loi, mais je pense que c'est pertinent de se poser la question au sein du conseil d'administration de savoir si on souhaite mettre un audit externe sur pied sur une base volontaire. Maintenant, du point de vue interne, je pense aussi que c'est très important d'impliquer les comités du conseil d'administration au sein de ces questions, et ça devrait être probablement plutôt l'affaire du comité d'audit, en tout cas, éventuellement, s'il y en a un, et ce serait souvent souhaitable qu'il y en ait un, d'un comité spécifiquement dédié aux questions de durabilité. Voilà. Ça, c'est pour le cadre légal, mais au-delà des obligations qui sont maintenant strictement imposées par la loi, je pense que c'est très important pour les conseils d'administration des sociétés qui ont une certaine importance, et en particulier des sociétés cotées, de mettre vraiment ces questions de durabilité au cœur d'un programme stratégique voulu, pensé par le conseil d'administration. Je pense qu'il faut le faire de manière systématique et avoir vraiment le développement d'une vision à long terme de ces questions avec des outils de suivi correspondants. Pourquoi? Parce qu'à l'avenir, les attentes vont certainement augmenter dans ce domaine et probablement que les risques de responsabilité aussi. Et donc, je pense que c'est très important d'anticiper à ce sujet. Et je pense aussi que ça ne suffit pas d'afficher des valeurs, de fixer des objectifs ou de s'acheter des crédits carbone. Il faut vraiment réfléchir à la façon dont on met en œuvre cette vision, ces objectifs, dans toutes les activités opérationnelles de la société, du haut en bas. Ça, c'est vraiment important que la société ne se contente pas de dire, mais qu'elle fasse. En réalité, ça, c'est vraiment très important de mettre en œuvre dans les actes, à tous les niveaux de l'activité, avec un plan clair, un calendrier. Et pour paraphraser Jacques Dutronc, je dirais que la stratégie « j'y pense et puis j'oublie », ça suffit pas. Merci Edgar.